Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir parler de modèles sémantiques. Alors juste avant de commencer, vu qu'on a eu nos résultats de partiel il n'y a pas très longtemps, j'espère que vous êtes, disons, satisfait de vos résultats, voilà, que vous les trouvez plutôt convenables, surtout si vous visez un master. Et bon, sur ce, voilà, je vous souhaite en tout cas euh, bah, de réussir, quoi. Et bah, sur ce, je ne tarde pas plus longtemps et je commence tout de suite. Bah du coup, cette petite vidéo qui a traité bah, du coup des modèles sémantiques. Alors du coup, dans cet ultime chapitre sur l'identification d'un mot, nous allons nous intéresser sur la sémantique. On peut se demander dans une phrase, si un mot situé à la fin de celle-ci ne pourrait pas avoir sa représentation mentale déjà activée avant même son traitement. Ce qui permettrait en fait une identification plus rapide si la représentation mentale est déjà activée. Alors cela pourrait se produire en fonction du contenu de la phrase, possédant des éléments sémantiques communs. Donc là, j'ai fait un petit exemple. Je suis allé au marché acheter des carottes. Donc là, on lit cette phrase et on peut se demander, est-ce que le mot carotte ne serait pas déjà activé? La représentation mentale de carotte ne serait pas déjà activée avant même qu'on lise ce mot? Parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une part sémantique commune entre le marché et les carottes? Donc typiquement, lorsque on pense au mot marché, on peut penser à achat, mais aussi on peut penser à fruits et légumes. Et typiquement, la carotte est un légume. Donc, on voit ici qu'il y a un lien sémantique un peu entre marché et carotte. Ainsi, on peut penser que peut-être que le mot marché viendrait, entre guillemets, préactiver la représentation mentale du mot carotte. Alors, pour répondre à cette question, parce que ce n'est qu'une hypothèse, nous devons déjà connaître l'organisation du sens des mots dans notre mémoire sémantique. Autrement dit, comment nos connaissances sont stockées. Alors, deux familles de modélisation existent. Donc, on a les modèles en réseau, donc notamment celui de Koenigsegg 169, c'est, disons, le premier modèle de ce type, et les modèles à organisation componentielle. Donc là, il va pas falloir que je bégaye sur ce mot-là. Donc les modèles à organisation componentielle, donc lancés par Roche en 73. Et on débute tout de suite sur le modèle en raison de Collins et Killian en 69. Alors les connaissances que nous possédons seraient organisées de façon hiérarchique, comme des poupées russes ou encore un ensemble de boîtes, vous savez, une grande boîte dans une plus petite boîte, dans une toute petite boîte, etc. etc. Alors au sommet, on aurait les termes ou les concepts les plus généraux avec par exemple animal ou plante. Donc là, ça serait un terme général. Donc vous pouvez imaginer que c'est la plus grosse poupée russe ou que c'est la plus grande boîte. Tout simplement, si on reprend le modèle, le modèle visuel proposé dans le diapo du cours, juste le sommet de l'arbre, un peu un arbre à l'envers quoi. Et du coup, voilà, animal et plante seraient du coup des concepts très généraux, donc ils seraient des concepts hiérarchiquement supérieurs. Et au plus bas, nous avons des éléments très spécifiques appartenant au terme supérieur. Donc typiquement, je vais éviter de dire typiquement parce que sinon ça va vraiment devenir très agaçant. On peut penser tout simplement que souris et ver, donc le ver VER, sont des concepts qui sont inclus dans le concept d'animal. Vous voyez, c'est comme les poupées russes, souris et ver sont contenus, ou plutôt inclus dans le concept d'animal. Pareil avec pommier et lierre, qui sont contenus dans le concept de la plante. Alors, une idée d'emboîtement entre les concepts apparaît avec en plus des nœuds. Alors, les nœuds contiennent les informations spécifiques du concept. Donc, avec l'exemple donné en cours, on a l'oiseau. Donc, l'oiseau a différentes informations qui sont spécifiques par rapport aux autres animaux. On peut penser qu'il a des plumes, qu'il sait voler, ou encore qu'il possède un bec. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'autres animaux en dehors des oiseaux qui possèdent ces caractéristiques. De plus, les nœuds héritent des propriétés des autres nœuds auxquels il est inclus. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que le nœud oiseau acquiert toutes les propriétés des nœuds qui lui sont supérieurs. Donc typiquement, le nœud
animal, ce qui signifie que tout oiseau a les mêmes propriétés que tout animal, c'est-à-dire qu'il respire par exemple. Ou encore là, si on reprend l'exemple avec les plantes, toute plante produit de la photosynthèse, ainsi un framboisier qui est inclus dans le concept de la plante produira à son tour de la photosynthèse. Donc là, voilà, c'est l'héritage des propriétés dans les nœuds. Alors, petite info bien complexe qui va rendre la chose un peu plus croustillante, entre guillemets, si un concept inférieur ne possède pas une caractéristique que possède son concept supérieur, alors cette absence devient une caractéristique spécifique. Donc là, on a l'exemple de l'autruche, qui appartient aux oiseaux. Comme on a dit, les oiseaux, le nœud oiseau a comme caractéristique, comme propriété qu'il sait voler. Normalement, les oiseaux savent voler. Or, l'autruche ne sait pas voler, et pourtant elle appartient aux oiseaux. Ainsi, dans le nœud autruche, on va avoir la propriété ne sait pas voler, qui sera en fait une spécificité de l'autruche par rapport aux oiseaux. C'est un peu une contrariété par rapport à ce que disait son concept supérieur. Donc là, du coup, j'ai un petit paint pour en fait venir servir de modèle un peu visuel, modèle en réseau, un peu différent de celui du cours magistral, car je ne cherche pas à plagier ou quoi que ce soit. J'essaye, disons, de diversifier les exemples, si ça peut aider peut-être à me comprendre. Donc là, j'ai mis être vivant, mais pensez, vous voyez plutôt organisme. Donc là, c'est pour montrer en fait que le nœud contient bien évidemment les propriétés spécifiques uniquement. Donc l'organisme, par exemple, contient euh, des propriétés suivantes. Donc un organisme, ça vit, ça a besoin d'eau, ça interagit avec son environnement, ça se reproduit et ça meurt. Ça, c'est des caractéristiques qui sont communes à tous les organismes. Ensuite, on a différents nœuds qui sont associés à l'organisme. Donc on a différents nœuds qui sont inclus dans le concept d'organisme. Donc moi j'ai mis animaux végétaux, même si on peut penser par exemple aux bactéries, aux champignons. Et chacun va avoir encore une fois dans le nœud différentes caractéristiques spécifiques, ou plutôt propriétés. Alors pour les animaux c'est hétérotrophe et ça se déplace, donc j'ai mis respire, mais respire c'est plus pour organisme car j'ai appris que les végétaux respiraient. Voilà. Et végétaux, donc caractéristiques spécifiques aux végétaux, donc c'est-à-dire que non pas les autres nœuds. Donc la production de photosynthèse, ils sont autotrophes, c'est-à-dire qu'ils ont juste besoin de minéraux pour se développer, quoi, et de photosynthèse du coup. Et aussi des racines, au sens où les animaux n'ont pas de racines, les bactéries, les champignons n'ont pas de racines, si je ne m'abuse. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, les végétaux, même s'il n'y a pas écrit les caractéristiques de l'organisme, les possèdent malgré tout. C'est-à-dire que même si dans le nœud végétaux, il n'y a pas écrit vit, a besoin d'eau, interagit avec son environnement, se reproduit et meurt, ils possèdent quand même ces caractéristiques, mais elles ne lui sont pas spécifiques. C'est pour ça qu'elles ne sont pas incluses dans le nœud précis, enfin, des végétaux, quoi. Pareil pour les animaux, le nœud ne contient que les caractéristiques spécifiques, mais possède cependant les caractéristiques provenant de nœuds hiérarchiquement supérieurs, hiérarchiquement au-dessus. Au sens où les animaux sont inclus dans les organismes, quoi. Et donc voilà, c'était juste un petit exemple comme ça. Je ne sais pas si je vais le garder, si je devrais le réutiliser juste après. Hop. Alors maintenant que nous connaissons la structure du modèle, nous pouvons maintenant aborder le fonctionnement de celui-ci inspiré de la diffusion neuronale. Donc là, ça s'inspire des neurones, attention. Après une activation des représentations orthographiques et phonologiques d'un mot perçu, donc par exemple animal, on perçoit le mot animal écrit sur l'ordinateur, ou sur une feuille n'importe, ça va venir activer notre représentation orthographique, notre représentation phonologique, car ils sont connectés entre eux, et pour finir, ça va venir activer la représentation sémantique. Donc la représentation sémantique ou encore le concept, je pense que ce sont des synonymes. Donc le concept va être activé en mémoire sémantique, ainsi que ses caractéristiques quelques millisecondes plus tard. Donc, typiquement, si on perçoit le mot
animal, ça va venir activer la représentation mentale d'animal en mémoire sémantique, et quelques millisecondes après, toutes les caractéristiques de l'animal vont apparaître, donc hétérotrophes se déplacent, ainsi que celles provenant des nœuds supérieurs, donc respire, vit, besoin d'eau, interagit avec son environnement, etc., etc. Donc tout ça, c'est, disons, très rapide. Alors, ensuite, les concepts liés à l'animal vont automatiquement être activés, ainsi que leurs caractéristiques, ainsi de suite, jusqu'au plus spécifique. Là, ce que j'essaie de dire, tout simplement, c'est que là, on a le nœud source animal. On va avoir ensuite une diffusion, donc basée sur la diffusion neuronale, ça va venir activer, par exemple, les poissons, les mammifères, ça va venir aussi activer les autres organismes, potentiellement les végétaux, et derrière peut-être d'autres qui ne sont pas écrits là dans ce petit schéma, par exemple les bactéries, les champignons, et encore d'autres types d'animaux, par exemple les amphibiens ou encore les reptiles, voilà. Et ainsi de suite jusqu'au plus spécifique, donc par exemple on peut aller jusque différents mammifères, ours, chats, différents poissons comme la carpe ou ou le saumon par exemple, etc., etc. Alors du coup cette activation, cette diffusion plutôt, perd de sa force à mesure qu'on s'éloigne du concept originellement activé. Donc ça signifie que les mots proches vont être plus activés car la diffusion sera un peu plus puissante que les mots loin spécifiques. Donc en fait avec la distance, il y a une perte de cette diffusion neuronale. Autrement dit, le mot végétaux, oui, si on prend oui, végétaux activera plus le mot arbre, tout simplement parce qu'il y a une distance assez faible entre les deux nœuds, une distance d'un arc, et ça activera plus du coup arbre que framboisier, alors que framboisier, typiquement, là, il y a deux arcs, et donc ainsi, là, la diffusion neuronale est plus faible, car il y a tout simplement plus de distance entre les deux nœuds. Voilà, tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, mais si ça se trouve, enfin, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire, hein, pas de souci. Je suis toujours ouvert à la discussion. Alors, donc, autre petite règle, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de règles dans ce modèle, l'activation sera répartie de façon équivalente pour chaque nœud associé au nœud source. On parle ici d'effet éventail car plus le nombre de nœuds associés est élevé, moins chacun d'eux sera activé. Donc là, l'exemple de 2 x 50 versus 4 x 25, je m'explique. Si on a le nœud source animal, mais que nous connaissons que deux types d'animaux, poissons et mammifères, la diffusion neuronale va être dispersée entre les deux de façon équivalente. Donc autrement dit, il va y avoir 50% pour le poisson, 50% pour les mammifères. Or, si on connaît autre chose que poisson et mammifères, amphibiens et reptiles par exemple, ça nous fait là 4 nœuds associés, poisson, mammifères, amphibiens et reptiles. Ainsi, ce n'est plus 50% par nœud qu'il y aura, mais uniquement 25%. Ce qui fait que la diffusion sera moins intense, sera moins forte. Donc chaque nœud sera moins fortement activé. Et si on a 10, bah là ça fera 10%, etc., etc. Vous voyez, c'est l'idée un peu d'équivalence, et bah, c'est proportionnel, ils ont tous... ouais, c'est équivalent, ils ont tous la même diffusion, c'est partagé de façon... bah, c'est partagé de façon équitable. Alors aussi, ça sera un peu plus tard avec Loftus 175 qui parleront de ça, mais je sais pas pourquoi on l'a mis là dans le cours. Chaque nœud possède aussi un seuil d'activation. Ainsi, un seuil affaibli à cause de... Pas un seuil, une diffusion affaiblie à cause de la distance entre un nœud et le nœud source peut ne pas avoir... Qu'est-ce que j'ai écrit comme bêtise là? Ma phrase ne veut rien dire. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que là, dans l'exemple que je donne, entre animal et dragon de Komodo, il peut y avoir énormément de nœuds entre les deux. On va avoir le nœud reptile, et puis après, il va y avoir le nœud dragon de Komodo. Donc là, ça fait que deux nœuds, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une activation équivalente des autres nœuds. Donc typiquement, il va aussi y avoir les mammifères qui vont être activés, il va aussi y avoir les amphibiens et les poissons. Vous voyez? Et ensuite, diffusion toujours un peu équivalente, tous les mammifères vont être activés, si le seuil d'activation est toujours est suffisamment faible,
tous les poissons vont être activés, tous les poissons qu'on connaît du moins. Pareil pour tous les amphibiens, et pour finir, tous les reptiles. Donc en fait, là, il y a une dispersion vraiment énorme, il va y avoir en fait une toute petite dose de diffusion pour chaque animal spécifique en fait. Donc ça se peut que le dragon de Komodo, en fait, bah, la diffusion qu'il reçoit, ça soit pas suffisamment puissant, l'activation soit trop faible pour dépasser le seuil d'activation, pardon, et ainsi en fait, ça dépasse pas le seuil d'activation, du coup le dragon de Komodo n'est pas activé car tout simplement la diffusion a été trop importante. Alors, cela peut paraître logique car sans ces seuils, toute représentation mentale associée, de près ou de loin, aux une source serait activée. Donc là, vous voyez, en gros, si dès qu'on voit le mot animal, on a tout de suite toutes nos représentations mentales de tous les animaux qu'on connaît qui direct hop, apparaissent, se mettent à être activés, bah, au niveau cognitif, ça va être un petit peu fatigant. Ça va pas dans le sens de l'avare cognitif, vous savez, le cerveau tente d'économiser son énergie et d'en faire le moins possible. Alors maintenant, comment prouver que ce modèle est vrai, entre guillemets? Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors du coup, nos auteurs, donc Collins et Killian, viennent tester leur modèle en observant si deux de leurs principes provenant de leur modèle sont respectés. Donc il y a deux principes à retenir. Le premier, c'est que le temps de traitement dépend du nombre d'arcs séparant les deux concepts. Je reprends mon exemple. Si je demande, le framboisier est-il un végétal? Ou plutôt, est-il un organisme carrément? Un organisme. Là, il y a ici 3 arcs. Ainsi, on devrait mettre plus de temps à répondre oui, le framboisier est un organisme, plutôt que oui, le framboisier est un arbrisseau. Voilà, si vous saviez que le framboisier était un arbrisseau, bien sûr. Il faut bien évidemment avoir cette connaissance, enfin l'avoir acquise, ou l'avoir acquis. Bref, faut connaître, faut maîtriser quoi, faut maîtriser. Donc en fait, s'il y a un seul arc qui sépare les deux concepts, la réponse est censée être plus rapide que s'il y a 3 arcs entre les deux concepts. Donc le framboisier est-il un organisme? On répondra plus lentement oui que le framboisier est-il un arbrisseau. Hop. Et donc le deuxième principe, c'est l'homogénéité des exemplaires. Donc qu'on prenne le rosier ou le framboisier, on doit répondre à la même vitesse. Donc autrement dit, il ne doit pas y avoir de différence de temps de réponse en utilisant le framboisier ou le rosier en termes de est-ce que oui ou non c'est un arbrisseau, est-ce que oui ou non c'est un organisme. On doit répondre à la même vitesse oui, que ce soit pour le framboisier ou le rosier. Du coup, on va un peu plus rentrer dans le concret là, du coup, parlant de l'expérience directement. Donc l'expérience consiste en une série d'affirmations auxquelles on doit répondre par vrai ou faux, ou oui, non, je me souviens plus très bien. Donc on a des affirmations qui vont lier deux concepts, et on doit dire si oui ou non l'un appartient à l'autre. Donc l'exemple du est-ce que par exemple le chêne est un arbre? Voilà, là on a deux concepts et on demande si l'un est inclus dans l'autre. Voilà, la réponse est vraie. Donc on varie dans les affirmations le nombre d'arcs séparant les deux concepts. Donc chêne, arbre, il n'y a qu'un seul arc. Chêne, organisme, il y a 3 arcs. Et bien évidemment, la vérité ou la fausseté de l'affirmation, on dit des choses fausses, par exemple, le chêne est-il un mammifère? Bah là, c'est faux. Et donc finalement, il y a une incompatibilité dans le résultat, uniquement si l'affirmation est fausse. Autrement dit, les sujets mettent moins de temps à renier l'affirmation lorsque les deux concepts sont éloignés. Donc là, le repaint, oui voilà, on va réutiliser. Si je demande un rosier est-il un framboisier? Là, il y a 2 arcs entre eux deux. Vous allez répondre non. Un rosier est-il un poisson? Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 arcs. Donc là, vous allez aussi répondre non. Cependant, alors qu'il y a plus d'arcs ici, il y en a 5 contre 2,
On va répondre plus rapidement non, le rosier n'est pas un poisson, plutôt que non, le rosier n'est pas un framboisier. Ce qui est donc incompatible avec leur modèle. Hop. Bon, du coup, là, c'est le petit colmatage de Collins Loftus 75, qui vont ensuite ajouter à ce modèle la notion de poids avec des arcs faibles ou des arcs forts qui, eux, viennent renforcer la puissance d'activation, donc la diffusion est intensifiée, autrement dit. Ce sont aussi eux qui ont ajouté l'idée de seuil d'activation. Mais bon, là, c'est ce que je pense, ils essaient de colmater un modèle qui, expérimentalement, est faux. Voilà. Donc ensuite, on a les travaux de Roche. Donc là, on va passer à la deuxième partie. On va venir parler du second modèle. Donc du coup, parallèlement au modèle en réseau et hiérarchique du coup de Collins et Killian, Roche va effectuer différents travaux, la conduisant à la création d'un autre modèle, celle d'une organisation componentielle des concepts en mémoire. Très compliqué à prononcer, je peux vous l'assurer. Du coup, qu'est-ce que c'est cette organisation componentielle? C'est tout simplement l'idée que les différents concepts que nous connaissons soient stockés plus ou moins proches ou loin les uns des autres, suivant les points communs qu'ils ont entre eux. Donc par exemple, chien et loup, il y a entre les deux énormément de points communs. Ce qui signifie qu'ils vont être stockés, euh, l'un à côté de l'autre, ils vont être voisins, autrement dit. Alors que deux concepts qui n'ont absolument rien à voir, par exemple, cahier et matelas, là vraiment il n'y a pas grand chose en commun entre cahier et matelas, là ça va être au contraire éloigné, ils vont pas du tout être voisins, ils vont être éloignés dans le stockage de nos connaissances, de nos concepts. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée. Donc, là on va parler des quelques expériences qu'a fait Roche, et du coup pour vous simplifier et vous souvenir de toutes les expériences, j'ai fait une petite histoire, vous allez voir. Déjà, en 1973, en utilisant la même procédure que Collins et Killian, Roche va se rendre compte que les différents exemplaires d'un même concept ne sont pas traités de manière équivalente. Donc là, on a l'exemple où on a Roche qui demande, dans son expérimentation, est-ce que la banane est un fruit? On va répondre oui. Est-ce que l'avocat est un fruit? On va répondre oui, mais significativement plus lentement que pour la banane, qu'on soit enfant ou adulte, même si la différence est un peu moins forte lorsqu'on devient adulte. Je crois que c'est 50 millisecondes quand on est adulte et de 300 millisecondes lorsqu'on est enfant. Donc on voit qu'il y a une différence, et les exemplaires ne sont pas tous traités de la même façon, alors que avocat et banane appartiennent bien tous les deux au concept des fruits. Les exemplaires auxquels on répondu le plus rapidement, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Les exemplaires auxquels on répond le plus rapidement semblent être les plus prototypiques au concept. Attention, on va faire du travail articulatoire. Du coup, lui, je pense qu'on peut l'enlever, et puis on peut l'utiliser. Donc ainsi, on a Roche qui se rend compte que tous les exemplaires d'un concept ne sont pas traités de la même façon. Avocat, on répond plus lentement que oui c'est un fruit par rapport à banane, alors que tous les deux sont des exemplaires appartenant au concept du fruit. Là, je rentre dans l'histoire. Ainsi, elle peut se demander pourquoi, qu'est-ce qui fait que l'avocat, on le traite plus lentement que la banane. En 75, elle va demander à des sujets de donner un degré de typicalité à différents fruits. Donc le degré de typicalité, c'est est-ce que, globalement, le fruit a beaucoup de points communs avec d'autres fruits, ou est-ce qu'il a beaucoup de propriétés spécifiques par rapport aux autres fruits. Donc là, on a mis deux exemples. Donc un, c'est le fruit est parfaitement typique, c'est-à-dire qu'il a quasiment que des propriétés communes aux autres fruits. Et 7, très atypique, il n'a presque que des propriétés qui lui sont spécifiques. Donc il me semble que dans l'étude, ça est de 1,07 pour l'orange. L'orange est donc le fruit le plus typique, ce qui signifie qu'il a énormément de propriétés communes aux autres fruits, alors que la noix de coco, avec 4,5, était le fruit le plus atypique,
C'est-à-dire que la noix de coco est le fruit qui possède en fait le plus de, de propriétés qui lui sont spécifiques. Là, j'ai fait un petit raccourci, vous savez pourquoi? Parce que j'étais pas censé parler des propriétés spécifiques communes. Parce que là, vous voyez, on a une différence entre orange et noix de coco. Roche avait juste vu que le décret de typicalité était différent selon les fruits. Elle s'est demandé pourquoi, et c'est ensuite, grâce à Mervis et leur étude, qu'ils ont découvert qu'en fait, voilà, plus un fruit, par exemple, avait une propriété spécifique, bah, plus il était atypique, et donc, bah, et plus du coup son traitement était ralenti en fait. Alors que s'il a beaucoup de propriétés communes, comme l'orange, bah là en fait son traitement ne va pas être ralenti, va être plutôt accéléré vu qu'il a un fort degré de typicalité grâce aux propriétés communes. Donc l'étude avec Mervis, c'était avec deux groupes, donc un premier qui doit dire les propriétés de chaque exemplaire de différents concepts, et un second groupe qui doit juste donner le degré de typicalité. En fait, ils ont comparé les résultats des groupes, et ce qu'ils ont trouvé, c'est voilà, c'est ça en fait. Par exemple, là, on se concentre vraiment sur les fruits avec des propriétés spécifiques, avec beaucoup de propriétés spécifiques, avaient un faible degré de typicalité, donc au sens où ils étaient très atypiques, comme la noix de coco, alors que les fruits avec des propriétés communes, avec beaucoup de propriétés communes comme l'orange, bah, avaient un degré de typicalité élevé, donc là 1,06, donc c'est presque le plus typique possible en fait, ce qui permet en fait un traitement plus efficace. Voilà. Et donc en 77, elle va venir généraliser la différence de traitement avec une tâche d'acceptabilité grammaticale et pas d'accaptabilité grammaticale. Bref. Et donc là, du coup, hop, je vous présente juste cette dernière petite tâche. Hop, voilà, nous sommes là. Donc Roche propose à des sujets une tâche d'acceptabilité grammaticale en faisant varier l'exemplaire et donc sa typicalité, parce qu'en final, bon, chaque exemplaire d'un concept a sa propre typicalité, vous savez, l'échelle 1,7, chaque fruit a un peu sa propre note. Donc là, on va revenir avec les oiseaux. Donc en fait, on utilise une phrase. Donc, typiquement, la phrase « Trois oiseaux sont sur une branche d'arbre ». Grammaticalement, c'est correct. On va modifier en utilisant des exemplaires du concept d'oiseau. Moineau. Moineau qui est un exemplaire typique, car il a peu de propriétés spécifiques. Versus faucon, faucon qui lui au contraire possède beaucoup de propriétés spécifiques et qui a donc un faible degré de typicalité, un peu comme la noix de coco pour les fruits. Donc du coup, on faisait la phrase « Trois moineaux sont sur une branche d'arbre » ou « Trois faucons sont sur une branche d'arbre ». Dans tous les cas, grammaticalement, la phrase reste correcte. Les sujets mettent plus de temps à accepter la grammaire de la phrase avec un exemplaire peu typique, donc là l'exemple du faucon. Donc le traitement est donc encore une fois ralenti. Donc tu mets plus de temps à dire oui, c'est correct, la phrase « Trois faucons sont sur une branche d'arbre » plutôt que « Trois moineaux sont sur une branche d'arbre ». Là, tu réponds plus rapidement « Oui, cette phrase est grammaticalement correcte ». Donc du coup, toutes ces études viennent corroborer l'organisation componentielle des objets. Donc là, je vous conseille d'avoir le dernier diapo, où il y a une visualisation proposée par Rips, Schoben et Smith en 73, où en fait ils montrent un peu l'idée de à quoi ressemblerait visuellement l'organisation componentielle. Après, le problème, c'est que souvent, les visualisations et les modèles qu'on donne sont en 2D, alors que le cerveau possède un volume. Donc, pourquoi on n'a aucune modélisation en neuropsychologie qui est en 3D? Vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, c'était juste la petite critique à part. Et bah du coup, on va finir avec Rips, Schoben et Smith 73. Donc là, c'est un petit peu l'étude finale, un peu importante à connaître, quoi. Qui viennent proposer une étude montrant la fausseté du modèle en réseau et la véracité de l'organisation componentielle. Tout d'abord, ils prouvent la fausseté du modèle en réseau en montrant que le temps de réponse n'est pas toujours compatible au nombre d'arcs. Donc effectivement, les sujets mettent plus de temps à accepter qu'un ours est un mammifère plutôt qu'un animal. Alors qu'en suivant le modèle, il y a moins d'arcs entre ours et mammifères qu'entre ours et animal. Donc là, c'est
Ça, encore une fois, c'est l'idée que, bizarrement, on met moins de temps à répondre alors qu'il y a plus d'arcs. Ah, bizarre. Alors ensuite, il montre des différences de réponse entre les différents exemplaires d'une même catégorie. Donc là, moineau versus aigle, il y a le même nombre d'arcs. Est-ce qu'un moineau est un oiseau? Un arc. On met moins de temps à répondre oui que pour un aigle est-il un oiseau? Il n'y a qu'un seul arc, mais là on met plus de temps à répondre oui. Et là du coup ça contredit un de leurs principes qui était l'homogénéité des exemplaires. Donc en fait ils viennent euh, enfoncer le clou que Collins et Kenyon s'étaient eux-mêmes infligés avec leur étude en fait. Et pour finir, il y a une troisième chose que leur étude sert, entre guillemets, enfin montre. Donc leur étude montre aussi que lorsque l'affirmation est incorrecte, donc autrement dit, lorsqu'on dit une connerie, genre le moineau est un mammifère, le temps de réponse est d'autant plus court que le nombre d'arcs est élevé. Donc là, c'est encore avec l'idée du ça correspond pas. Le nombre d'arcs ne correspond pas au temps de réponse. Donc le moineau est-il un mammifère? Il va y avoir moins d'arcs entre les deux que le moineau est-il une voiture? Cependant, on va plus rapidement répondre non, le moineau n'est pas une voiture, plutôt que non, le moineau n'est pas un mammifère. Donc oui, en gros, il réitère les erreurs de Collins et Killian. On voit bien que là, l'idée d'arc, qui vient séparer deux concepts, euh, ça marche pas avec le temps de réponse, quoi. Ainsi, il propose une visualisation de la distance sémantique. Différents exemplaires d'un concept peuvent être loin ou proches selon les points communs existants entre eux. Donc là, encore une fois, c'est la dernière diapo du 30 janvier. Voilà. C'est là où il visualise, ou il propose une façon de visualiser. Et donc là, on va juste finir la vidéo, parce que oui, il faut bien terminer cette vidéo, je sais pas combien de temps elle dure, mais je crois que c'est un peu long. Avec du coup une explication, donc toujours des mêmes auteurs, sur la vérification catégorielle. Donc est-ce que oui ou non un concept appartient à un autre? Est-ce que oui ou non le moineau appartient aux oiseaux? Oui. Donc en fait, un concept serait stocké contenant une certaine liste de propriétés. L'oiseau aurait des propriétés. L'oiseau est un concept. On ferait une comparaison entre le concept et un autre qui serait un potentiel exemplaire. Donc ça, c'est la vérification catégorielle. Typiquement, plutôt par exemple, on peut prendre l'oiseau, donc le concept oiseau, qu'on va venir comparer au concept moineau, qui en réalité aussi un exemplaire du concept oiseau. L'idée d'imbrication, moineau appartient à oiseau. Donc en fait, là, si la typicalité de l'exemplaire est très fort. Donc là, c'est orange pour fruit, moineau pour oiseau. Donc là, c'est prototypique, au sens où ils ont très peu de caractéristiques, propriétés spécifiques. Donc là, on va avoir un chevauchement parfait entre les propriétés de l'oiseau et les propriétés du moineau. Ainsi, la décision catégorielle va être très rapide. On va répondre très rapidement oui, le moineau est un oiseau, ou oui, l'orange est un fruit. Si, au contraire, il n'y a pas de chevauchement, là, on demande est-ce que le moineau est une voiture? Bah alors là, il y a 0 point commun entre les deux. Ils ne partagent absolument aucune propriété, si ce n'est qu'ils se déplacent. Là, la décision catégorielle va aussi être très rapide. Donc, on va très rapidement répondre non, un moineau n'est absolument pas une voiture. Alors après, on a le chevauchement partiel, où il y a des points communs, mais aussi des différences. Donc là, c'est un peu lorsqu'on sort du tout ou rien, lorsqu'on sort du 0-100%, vous voyez. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un tri. On va faire une comparaison entre la part spécifique des deux concepts. Par exemple, euh, on peut prendre... qu'est-ce qui serait utile comme exemple? Attendez. Ah, oiseau et autruche, c'est écrit. Donc oiseau et autruche. Donc on trie le spécifique de chaque concept, donc oiseau et autruche. Donc qu'est-ce qui appartient à l'oiseau qui n'appartient pas à l'autruche, et qu'est-ce qui appartient à l'autruche qui n'appartient pas à l'oiseau. Et ensuite, on fait un tri du commun, donc qu'est-ce qui appartient à l'oiseau et à l'autruche. On va ensuite comparer ces propriétés. Et en fait, si le chevauchement est suffisamment fort,
Autrement dit, s'il y a suffisamment de points communs, de propriétés communes entre les deux, ça va permettre une acceptation. Autrement dit, il y a suffisamment de points communs entre l'oiseau et l'autruche, en tout cas plus que de différences, pour dire que oui, l'autruche est un oiseau. Alors ce tri est une étape supplémentaire qui demande donc un temps supplémentaire avant de produire une réponse. Et donc là, j'avais un dernier petit paint avec l'accent English. Voilà. Donc autrement dit, il y a la première étape, est-ce qu'il y a un chevauchement parfait ou est-ce qu'il y a une absence complète de chevauchement? Ce qui permet une réponse rapide, oui, non. Et au contraire, si on sort du tout ou rien, donc chevauchement parfait ou absent, donc ça, on sort du tout ou rien, où il y a en fait un certain pourcentage de correspondance qui est différent de 0 ou de 100, là va y avoir un tri des traits définitoires, donc c'est-à-dire des points communs entre les deux, versus des traits spécifiques, qu'est-ce qui est spécifique à chacun des deux concepts. Il va y avoir un certain seuil finalement à dépasser, seuil de points communs, et puis si ce seuil est franchi, on va dire que oui, l'autruche appartient aux oiseaux, tout simplement parce qu'il y a plus de points communs que différents, donc oui, l'autruche appartient aux oiseaux. Voilà, tout simplement. Du coup, à cette étape où la comparaison entre les deux n'est pas en tout ou rien, où le chevauchement est partiel, ça demande une étape supplémentaire, donc un petit peu un traitement cognitif supplémentaire, ce qui fait qu'on va répondre plus lentement l'autruche est un oiseau, plutôt que c'est pas l'autruche est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'autruche, l'autruche est une voiture. Là, 0% en commun, non. Là, c'est très simple. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, parce que je dois vous avouer, j'ai fait un premier essai, j'ai galéré. Mais là, franchement, je suis plutôt content, j'ai réussi à finir la vidéo sans trop bégayer, en espérant être clair. En tout cas, si vous avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me dire, je suis toujours ouvert à discussion, vraiment n'hésitez pas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, voilà, surtout que là c'est la dernière avant les vacances, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.